Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Donc c'est parti pour le cinéma japonais. C'est la première partie, car je sais déjà, avant d'avoir même commencé, que je vais trop parler. En fait, le matériel est énorme. Je peux pas parler de toute manière de tout le cinéma japonais dans son ensemble, parce que c'est gigantesque. Donc j'ai décidé de faire la vidéo en deux parties tout simplement. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et c'est certain que même dans ces deux parties-là, je ne vais pas parler de tout le cinéma japonais parce que c'est vraiment trop vaste comme sujet, mais de ce que j'estime, encore une fois, c'est pas mal par rapport à moi, hein. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent voir ça différemment. Mais moi, ça va tourner autour de tous les réalisateurs et acteurs, on va dire, pas mal plus les réalisateurs même, qui sont, bah oui, des acteurs aussi, qui sont primordiaux dans l'industrie du cinéma japonaise. Donc c'est ça. On va voir ça tout de suite pour la première partie. Le cinéma japonais, d'abord, il faut savoir que c'est la troisième industrie cinématographique au monde. C'est quand même énorme. Après l'Inde et la Chine. Quand je dis la troisième industrie cinématographique, je parle de celle qui produit le plus de films par année. Donc l'Inde, c'est évident, c'est la première, c'est la première industrie au monde. La deuxième, la Chine, ça je le savais pas, j'étais un peu surpris quand je l'ai appris honnêtement. Et quand même le Japon en 3, donc c'est vraiment énorme, hein. Quand on voit, ne serait-ce que la plupart des gens pensent toujours, ah ouais, les États-Unis, c'est eux qui produisent le plus de films par année, mais pas du tout. Quand on regarde, quand on s'intéresse au cinéma américain, hein, parce que c'est lui qui a le plus de rayonnement mondial, hein, quelque part, c'est clair, hein, je veux dire, des films américains, tout le monde en regarde partout dans le monde, quasiment. Ils produisent, quand tu t'intéresses au cinéma américain, tu te rends compte que par maison de production, le nombre de films qui est produit par année est énorme et le nombre de maisons de production qu'il y a aux États-Unis est gigantesque. Il y en a vraiment énormément. Donc, on a tendance à penser que le cinéma américain est le premier producteur de films par année et c'est complètement faux. C'est Bollywood, les films indiens, eux, ils en font à la pelle, et la Chine et donc le Japon en troisième partie. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est quand même une industrie qui est florissante et énorme. Euh, Soit dit en passant, pour parler justement du Japon, ma conjointe me l'a dit il y a 2 secondes, par rapport à mon introduction. C'est sûr que j'ai pas la prétention, comme je le disais dans l'introduction, j'ai pas la prétention de connaître tout le cinéma japonais, c'est impossible, c'est énorme, et je suis pas japonais, donc je vis pas là-bas, donc c'est sûr que je connais pas tout, là c'est certain, et il y a énormément, d'après moi, de cinéastes japonais qui vont sûrement être connus et qui feront pas partie de ces deux vidéos-là, parce que je suis pas japonais, je les connais pas, et sûrement qu'ils sont très très connus au Japon, et même dans la suite de la vidéo, de toute façon, tu vas le voir, je vais parler de certaines émissions, de certaines personnes que je connais qui sont typiquement japonais, qui ont peu de rayonnement à l'international, ou qui en ont un petit peu mais pas beaucoup, et même avec eux, dans leur entourage, il y en a qui sont connus, que je sais qu'ils sont connus au Japon, et que moi je suis pas capable quand je vois leur visage, je sais qu'ils sont connus, mais je suis pas capable de mettre un nom dessus, parce que je vis pas là-bas. Donc, c'est ça, ça va être quand même basé aussi sur des artistes japonais qui ont un certain rayonnement à l'international, certains plus, d'autres moins. On va voir ça. C'est sûr que je ne peux pas faire une vidéo sur le cinéma japonais sans parler de Akira Kurosawa, qui est le plus grand réalisateur japonais qui a jamais existé, même pour les Japonais le disent eux-mêmes, clairement. Même s'il n'a pas tout le temps été aimé par les Japonais au cours de sa carrière, il faut dire quand même ce qui est, surtout vers le milieu de sa carrière. Donc c'est ça, Akira Kurosawa c'est un incontournable. Akira Kurosawa, il a débuté sa carrière en fait en 1936, donc il y a quand même vraiment longtemps. Il était assistant réalisateur et il travaillait dans une société de production qui s'appelle Toho, qui existe encore à l'heure actuelle au Japon et qui est une des plus grandes, qui est la plus grande, on pourra dire, société de production au Japon. C'est notamment eux qui ont créé Godzilla. Pour te dire, c'est quand même énorme. Il y a énormément de films Godzilla qui sont sortis au Japon.
Godzilla, c'est une anthologie hein, pour les Japonais. Hein. De même que d'ailleurs, petite parenthèse, le dernier Godzilla qui était sorti, il ne l'avait pas aimé parce qu'il trouvait qu'il ne correspondait pas du tout aux critères de Godzilla tel qu'il avait été créé par les créateurs japonais qui l'ont créé, dont je ne connais pas le nom, désolé, mais qui sont très connus au Japon. Donc ça reconfirme ce que je disais tout à l'heure en introduction. Donc pour revenir à Akira Kurosawa, c'est ça, et en 1943, donc pendant la Seconde Guerre mondiale en fait, c'est là où il a réellement commencé sa carrière de réalisateur, hein, puisqu'avant ça il était assistant réalisateur. En fait ce gars-là, à la base, c'était un type qui faisait comment dire, des dessins, un illustrateur et de la photographie, et qui finalement est rentré un petit peu comme ça dans le milieu du cinéma et qui voulait pas vraiment en faire, mais qui correspondait pas mal à tout le type d'art auquel il touchait jusque-là. Donc c'est sûr que quand il a vu le milieu du cinéma et qu'il est rentré là-dedans un petit peu par accident, entre guillemets, ça lui a ouvert énormément de portes et au niveau de l'art, de son art, de lui-même, d'un point de vue personnel, et toutes les possibilités qu'il pouvait avoir avec le cinéma, c'est sûr qu'il est tombé passionné par ce milieu-là. Son premier film, c'était La légende du grand judo. Ça, c'est un film donc typiquement japonais qui est sorti au Japon et qui a eu quand même pas mal de succès, il faut dire ce qui est, et qui a même eu une suite. Les producteurs de la maison de production Toho ont demandé une suite. Son 8e long métrage qui s'appelait L'Ange ivre, donc encore typiquement japonais, hein. On ne parle pas du tout à l'international, hein, c'était complètement au Japon, qui a été en fait son premier film, le 8e film. Ce gars-là était quand même très prolifique, surtout au début de sa carrière, donc on dit à peu près un film par année, hein, à peu près. Des fois même peut-être plus que ça. Et L'Ange ivre, c'est pas mal le film qui l'a révélé au Japon comme le plus grand ou un des plus grands réalisateurs à ce moment-là. C'était bon, ok, d'accord, Kurosawa, il est intouchable, il a fait L'Ange ivre et à partir de là, il pouvait quasiment faire ce qu'il voulait. Ça marque aussi les débuts d'un très grand acteur que moi j'aime beaucoup, Toshiro Mifune, qui pour moi est un des plus grands acteurs japonais, qui lui a plus de rayonnement international dont on parlait. Je reviendrai sur lui par après. Juste dire qu'il a quand même tourné dans 16 films de Kurosawa, ce qui est quand même énorme. Donc c'était un acteur de prédilection pour Kurosawa. Kurosawa qui avait quand même un univers qui était, je le répète, typiquement japonais. Donc à un moment donné, lui et Toshiro Mifune se sont un petit peu querellés parce qu'ils trouvaient que comme justement Toshiro Mifune était plus, comment dire, faisait des personnages, surtout qu'il a tourné dans des films par après américains, donc faisait des personnages qui étaient plus des japonais mais occidentaux, qui n'étaient pas des japonais en tant que tels, qui étaient des japonais selon la vision occidentale. Ça n'avait pas trop plu à Kurosawa, donc il y a une petite friction là-dessus. Kurosawa n'aimait pas trop ça, lui il aimait ça, conserver beaucoup l'identité japonaise dans ses films. Film vraiment notable, énorme, de Kurosawa, Les 7 samouraïs, qui est sorti en 1954. En fait, c'est le premier véritable Shambara. Shambara, c'est un terme, je m'excuse si je prononce mal, je ne suis pas japonais, mais c'est un terme qui veut dire un film, en fait, si on le traduit, pas littéralement, mais pour que nous, occidentaux, on puisse comprendre, c'est film de cap et d'épée. Comme nous, on avait eu, surtout en France, on avait eu toute une série de films de cap et d'épée dans les années 60, je pense à Démarrer, etc. Pas mal là-dedans. Et eux, ils ont eu donc le Shambara. Et Les 7 samouraïs, c'est vraiment le film phare Shambara de cette époque-là, qui, je dois le rappeler, a quand même, ou je te le rappelle, ou si tu le sais pas, peut-être tu le sais, qu'il y a eu un remake avec Yul Brynner, pareil, à peu près dans les années 60, donc pas longtemps après, qui lui-même d'ailleurs a bénéficié d'un remake par après avec Denzel Washington, il me semble, et que j'ai pas vu, Chris Pratt et toute une ribambelle d'acteurs, beaucoup plus récents, là, je pense que c'était 2014-2015, quelque chose comme ça. Donc quand même très très récent. Toshiro Mifune, il joue dans Les 7 samouraïs. Alors il joue le samouraï le plus fou furieux qu'il y a là-dedans, complètement cinglé, très très violent. Le garde du corps, dont je voulais parler aussi en 1961, d'Akira Kurosawa avec encore Toshiro Mifune. Ça c'est un film de genre Sengoku Eiga. Ça veut dire que ce sont des films de samouraïs ultra violents, surtout pour l'époque, excessivement violents. C'est le plus grand succès de Kurosawa au box-office au Japon, énorme. Et pour l'anecdote, qui n'en est quand même peut-être pas une, parce que c'est un phénomène, un fait qui est très important, je trouve, le film Pour une poignée de dollars de Sergio Leone est une réplique exacte de ce film, Le garde du corps, de Kurosawa. Mais il faut savoir que Sergio Leone n'a pas acheté les droits, c'est donc un remake qui est illégal, et il est vraiment
complètement identique, scène par scène, dialogue par dialogue. Donc c'est sûr que ça peut être très très frustrant. Surtout pour moi, là je l'ai appris, j'ai fait quelques recherches, mais il y avait beaucoup de choses que je savais quand même sur le sujet, en tout cas sur les acteurs et réalisateurs dont je vais parler, mais ça je ne le savais pas. Et ça m'a quand même beaucoup fâché parce que Sergio Leone, c'est pour moi un créateur énorme, et c'est un très grand réalisateur, un très grand scénariste. Et de voir qu'en fait, il avait commencé sa carrière un peu au départ en volant l'idée d'un grand autre cinéaste japonais qui, à l'époque, était moins connu au niveau de l'Occident, parce que faut se remettre en contexte, les années 50, 60, c'était quand même... 50 surtout, on est proche de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on n'était pas super open à l'époque, Occident, Orient, on restait chacun dans notre coin. Donc je trouve ça un petit peu, bon, pathétique, j'utiliserais comme terme, c'est peut-être un peu fort, mais c'est très déçu, très très déçu d'avoir appris ça, honnêtement. Je ne vais pas trop apprécier. Donc c'est ça, le remake, pour une poignée de dollars, le remake illégal. Je vais parler très très rapidement de Tora Tora Tora, en 1970, qui pour moi est un très grand film, c'est une épopée. C'est un film américano-japonais, donc c'est vraiment, surtout, faut le voir pour les années 70, où à l'époque, comme je le répète, les années 50, 60, 70, les Japonais dans les films américains étaient tout le temps, en tout cas quand il y avait un personnage qui était d'origine japonaise, c'est tout le temps un Américain qui était grimé pour jouer un Japonais. Et dans Tora Tora Tora, ce sont des Japonais qui jouent, parce que c'est un film américano-japonais, c'est-à-dire qu'il a été scénarisé des deux côtés et réalisé des deux côtés. Donc il y a une partie, c'est l'attaque de Pearl Harbor, et donc c'est ça, c'était vraiment une partie américaine, une partie japonaise, écrite chacun des deux côtés. Kurosawa était impliqué dans ce projet-là, et finalement les studios américains n'ont pas du tout aimé ça, parce que Kurosawa avait sa manière à lui de travailler, sa manière japonaise avec les studios japonais. C'est une manière bien particulière qui n'a rien à voir avec les studios américains. Ils sont plus libres d'un point de vue artistique. Ça se passe plus au niveau en fait du financement. C'est là où ça pose problème, mais au niveau artistique, ils sont beaucoup plus libres au Japon, ils le sont beaucoup moins aux États-Unis. Donc il y a eu un clash, et finalement Kurosawa est sorti de Tora Tora Tora, du projet, même s'il en a écrit quasiment tout le scénario du côté japonais, et c'est un autre japonais qui a pris la place. Donc ça, c'était quand même à noter. En 1977, George Lucas y a sorti son premier Star Wars. Ça, c'était inspiré de La Forteresse cachée de Kurosawa, avec encore une fois Toshiro Mifune. Et George Lucas, c'est quand même important, je vais parler de Toshiro Mifune, même si j'en parlerai plus tard. Il voulait caster Toshiro Mifune pour jouer le rôle de Obi-Wan Kenobi dans le premier Star Wars en 77, A New Hope. Donc ça aurait été cool de voir ça. Ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi. Sûrement des problèmes de calendrier, j'imagine. Mais il voulait vraiment le faire, et en tout cas, ça s'est pas vraiment fait. À partir du moment où on était dans l'épisode de sa carrière Tora Tora Tora, il y a eu comme un clash un peu avec la maison de production Toho au Japon, parce que Kurosawa avait fait 2-3 films qui n'avaient pas vraiment marché. Et là, les studios ne voulaient plus lui donner de financement. Donc il y avait beaucoup beaucoup de mal à faire ces films à partir de là. Gros trouble identitaire aussi par rapport à l'échec de Tora Tora Tora, qui pour lui était comme le premier film qu'il pouvait faire un peu, comment je dirais, à l'international, où il pouvait démontrer dans ce film-là la véritable pensée japonaise. Donc pour lui, c'était vraiment important ce film-là. Et ça a complètement raté, et finalement c'est quelqu'un d'autre qui a repris le flambeau, et c'est pas son produit à lui fini, il apparaît même pas au générique. Donc c'est vraiment, c'est ça l'a vraiment, vraiment touché, je pense, au plus profond. Donc il pouvait pas faire son film, mais George Lucas a été choqué par le fait qu'il trouve pas de financement. Donc lui-même, il a démarché la 20th Century Fox pour aller chercher du financement pour son nouveau film. Je pense que c'était L'Ombre du Guerrier. Et il a appelé un ami, Francis Ford Coppola, qui était coproducteur sur ce film-là. Donc L'Ombre du Guerrier, quand même production américaine, mais film qui reste japonais, avec Francis Ford Coppola qui est en coproduction. Il y a quand même des gens, Lucas et Coppola en ont parlé, Spielberg aussi, c'était des gens qui étaient des fanatiques absolus du cinéma de Kurosawa. Donc c'est sûr que quand ils ont appris ça, je parle pas de Spielberg là, mais quand ils ont appris ça, ils ont voulu carrément l'aider, quoi. Il n'y a pas eu de souci avec ça. Rêve, c'est pas mal dans sa filmographie de fin. Rêve, c'est un film qui sort en 1990. Là, en fait, c'est un peu la même affaire. C'est un film qui est basé sur les rêves de Kurosawa. Kurosawa fait plein de rêves, il décide d'écrire un scénario là-dessus.
C'est super dur comme scénario pour le studio Toho, le studio japonais. Ils voient ça, ils ont carrément refusé même de le produire. On dit mais non, on peut pas produire ça, là, c'est trop onirique, c'est absolument pas linéaire. C'est très compliqué. Spielberg, il a appris que il pouvait pas faire son film, donc il l'a approché, il a persuadé la Warner Bros d'acheter les droits des films, et c'est grâce à Spielberg que le film a vu le jour en 1990, Rêve. Et un de ses derniers films, je pense que c'est le dernier, parce qu'après ça, il écrit des scénarios, et malheureusement, il est décédé très peu de temps après, et les scénarios de ses derniers films ont été réalisés par d'autres réalisateurs japonais, mais lui était trois scénarios, en fait, exactement, en 93. Mais en 91, il sort son dernier vrai film qui s'appelle Rhapsody en août, avec une première star américaine dans un film japonais, c'était Richard Gere, à l'époque, qui jouait dedans. Et le film a été super mal reçu à l'international, parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, Kurosawa, notamment avec certains films dont j'ai parlé, je pense que c'était les 7 samouraïs, je ne veux pas dire de bêtises, il y a eu quand même, il était allé au Festival de Cannes, il y a eu des prix, il y a eu un Lion d'Or, etc. Donc il était quand même si c'était des films typiquement japonais, il était quand même plus connu à l'international par rapport à sa filmographie. Et Rhapsody en août, donc c'est ça, ça a été quand même majoritairement vu, surtout qu'il y avait une star américaine, c'est la première fois qu'il y avait une star américaine dans un de ses films japonais. Il a été vu en Amérique et il a été détesté aux États-Unis parce qu'il disait que le film était complètement anti-américain. Donc ça, je te laisserai voir ça. Rhapsody en août, si ça t'intéresse, t'iras voir. Je continuerai sur ma lancée avec Toshiro Mifune, qui pour moi est un des grands, si c'est pas un des plus grands acteurs vraiment japonais de son temps. C'est un gars qui, il avait été élevé, c'est un japonais qui avait été élevé en Chine, par sa famille qui habitait en Chine, mais qui était quand même japonais. Donc il n'y avait pas la même religion. La plupart des Japonais après-guerre étaient bouddhistes, lui il ne l'était pas. Donc il y a eu quand même déjà comme une sorte de scission même avec sa mère patrie, je dirais, parce qu'il est retourné au Japon et c'est là qu'il a fait carrière. Toshiro Mifune, c'était quelqu'un qui avait très peu de mal avec les langues. Hein. Il parlait couramment mandarin puisqu'il avait vécu en Chine. Il parlait japonais naturellement, mais il parlait anglais aussi très très bien. Donc il parlait vraiment plusieurs langues sans aucun souci. Ce que je retiendrai de ce gars-là, parce que sa filmographie est gigantesque à Toshiro Mifune, tu peux aller le voir sur Wikipédia si tu veux. C'est un gars qui... C'est une bête de travail. C'est un gars qui tournait je sais pas combien de films par année, des fois 3, 4, 5 films par année. C'est hallucinant. Sa filmographie est sans fin. C'est incroyable. Donc je vais retenir juste quelques films qui pour moi étaient vraiment... primordial dans sa filmographie et qui sont à l'international. Je ne connais pas ces films japonais, hein, je vais le dire carrément, même s'il a tourné dans des films avec Kurosawa, comme je disais tout à l'heure, 16 films. Le premier, ça va être pour moi Soleil Rouge en 1971, Red Son de Terence Young avec Alain Delon, Charles Bronson, Toshiro Mifune et Ursula Andress, que j'ai appris d'ailleurs qu'elle était suisse, je ne le savais pas. Red Son, ou Le Soleil Rouge, pour moi, c'est un des plus grands films qui existent. C'est sûrement dans mon top 10 des meilleurs films qui existent. Je l'ai vu plein de fois. J'adore ce film-là. C'est un western. C'est un film qui est une production française, mais qui est réalisé par un réalisateur anglo-saxon, britannique, Terence Young, qui est un très très grand réalisateur. J'adore dans ce film-là, justement, j'en parlais tout à l'heure, on est dans les années 70, ils ont casté un véritable japonais pour jouer un japonais. Donc ça, c'était vraiment vraiment cool et pas quelqu'un qui était grimé. Donc c'était vraiment cool. Quand il parle en japonais dans le film, le peu de fois où il parle japonais, il parle vraiment en japonais. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de défaut d'élocution parce qu'il aura appris ça de manière phonétique. C'est un japonais. Donc ça, je trouvais ça vraiment vraiment cool. Le film, je l'aime beaucoup. Ça reprend plein de thèmes exceptionnels du western, de l'époque Sergio Leone naturellement, mais en même temps un petit peu le clash entre cette époque-là où on ne connaissait pas du tout, hein, on parle de l'époque des westerns hein, dans le film, je parle pas de 71, je parle de l'époque 1800 et quelques quand le film se déroule, où les Américains connaissaient absolument pas les Japonais, ils n'avaient aucune idée même de quoi ils ressemblaient, donc vraiment le clash des cultures est très intéressant. Puis et tout là-dedans, les méchants qui sont pas vraiment méchants, les gentils qui sont, etc. C'est tout ce qu'il y a à la fin entre Charles Bronson, Alain Delon qui est pas nécessairement sympathique. À l'époque, c'était pas cliché, ça le devient
maintenant. C'est sûr que c'est plus cliché, c'est des histoires qu'on voit déjà. Le gars qui n'est pas nécessairement très sympathique au départ, peut-être un petit peu méchant, qui reprend un petit peu Bright, le film avec Will Smith que j'ai vu ce week-end, et Joel Edgerton, que j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment très bien aimé. C'est sûr qu'il y a des petites... je fais une parenthèse là, mais il y a des petites, comment dire, imperfections dans ce film-là. Mais dernièrement, il y a beaucoup de films que j'ai vus, que j'ai appréciés. J'en parlais avec ma conjointe récemment, on en parlait, et on se disait qu'il y avait quand même pas beaucoup de films qui nous avaient marqués, surtout dernièrement. Celui-là, bon, c'est peut-être pas un grand film, mais je trouvais ça quand même sympa, et au moins les clichés, le scénariste, pour revenir à ce que je disais, essayait d'estomper les clichés au maximum. Donc, ça rejoint un petit peu à Red Son, on a un peu le même genre de personnage, où on a un personnage, là c'était Will Smith, là c'est Alain Delon, qui incarne une sorte d'anti-héros, un gars, ouais, mais c'est quand même un truand qui essaye, comment dire, qui n'est pas nécessairement très honnête avec le japonais qui est joué par Toshiro Mifune, puis finalement, il y a une amitié qui est en train... Il y a vraiment un parallèle avec Bright, et je trouve ce film-là, parce que dans Bright, c'est avec des orques, si tu as vu le film, un orque qui est joué par Joel Edgerton et Will Smith, qui joue l'humain. Une histoire moderne, hein, ça se passe un peu à notre époque. Donc c'est ça, c'est un peu la même affaire, c'est un peu la même chose où tu as deux personnages qui sont de deux sociétés, de cultures complètement différentes, et en même temps, le personnage principal, qu'on a l'habitude de voir comme le héros ultra gentil, qui là, il n'est pas vraiment en fait. C'est comme plus une sorte de truand dans Red Son, dans l'autre, dans Bright, il n'est pas non plus très sympathique au départ, voire même peut-être un peu raciste, même à la limite. Tu sais, il est à la limite du racisme, il est vraiment à la limite. Et un petit peu pareil dans Red Son aussi, je te dirais. Donc on a vraiment ce parallèle-là de l'anti-héros qui évolue en connaissant le gars, en apprenant à connaître le gars avec qui il est, qui est d'une culture complètement différente. Donc c'est un film qui pour moi est très abouti et très intéressant. La bataille de Midway en 1976, même chose, c'est un film, il y a 3000 acteurs là-dedans. Il y a Charlton Heston, Henry Fonda, Robert Mitchum, il y a même un des premiers rôles de Tom Selleck, Robert Wagner, Toshiro Mifune. Donc ça c'est un grand film aussi, c'est peut-être, je dirais pas plus réussi, mais peut-être plus abouti, je sais pas, que Tora Tora Tora. Un peu la même chose, ça reprend de batailles pendant la Seconde Guerre mondiale, navales, qui ont eu lieu. Et comment d'ailleurs les Américains ont réussi à s'en sortir en ayant cassé un code, en fait, en décrypté un code japonais secret qu'ils utilisaient pour communiquer. Et donc ils savaient d'avance ce qui allait se passer parce que les Américains étaient vraiment au niveau de la flotte navale, les Japonais étaient vraiment meilleurs. Carrément. Donc ils étaient en train de se faire ramasser et finalement ils ont eu le dessus grâce à ça. Et le film parle de cet événement-là. Donc, très bon film, je te le conseille aussi à voir, film de guerre, 1976. Encore une fois, Toshiro Mifune joue un véritable japonais, et c'est pas quelqu'un de grimé. Shogun, évidemment, où il joue Yoshi Toranaga, 1980, que j'avais vu en France, que j'ai revu ici, que j'avais vu en France à l'époque, où presque j'étais vraiment jeune, pas en 1980, hein, mais peu de temps après, peut-être en 85 ou 86, c'était passé à la télé. J'avais vraiment aimé ça, et finalement, longtemps après, ma conjointe m'avait fait lire le livre que j'ai vraiment adoré, le livre parce que je me souvenais plus du tout, je me souvenais très très vaguement de la série que j'avais vue, mais très très vaguement. Et on a revu après la série avec ma conjointe. C'est sûr que le livre, je le trouvais plus abouti parce qu'il y avait plus de matériel peut-être dans le livre. Il pouvait peut-être pas tout dire dans la série télé, mais la série télé était quand même très très bonne. Ça durait, c'est quand même épique. C'est une anthologie, ça dure vraiment quand même longtemps avec Richard Chamberlain. C'est une très longue série. Ça a été très très mal reçu au Japon, cette série-là, parce que les Japonais ont dit que tout ce qui était culture japonaise, etc., qu'on voyait dans la série, c'était vaguement montré et relativement caricaturé, selon eux. Ils n'ont pas aimé, en tout cas. Grosso modo, ils n'ont pas aimé, donc ils n'ont pas trop apprécié, honnêtement, que Toshiro Mifune participe à ce film-là, qui ont décidé, qui ont vu comme, comment dire, ils sont sentis caricaturés là-dedans. C'était, pour eux, c'était pas la réalité des choses, ce que le film montre au niveau de la culture japonaise. Pas comme ça, vraiment pas comme ça. Donc, bon, c'est juste ce que j'avais à dire sur Shogun. C'est ce qui clôture Toshiro Mifune aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est ce qui concernait la partie 1 de ce volet sur le cinéma japonais qui est gigantesque. J'espère que je ne couperai pas au montage, comme je dis tout le temps, dans l'une des deux vidéos, parce que je viens de finir les deux vidéos, puis finalement ça m'a pris un temps
énorme de dire tout ça, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc, regarde la partie 2. Quand j'aurai fini de la monter, il n'y a pas de problème, tu pourras la regarder, elle va venir après, tu sais c'est quoi qu'il va y avoir sur la chaîne après la partie 1, ça va être la partie 2, ça va être la prochaine vidéo. Donc après, pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires, même dans les commentaires, il n'y a pas de problème, ça fait toujours plaisir, je vais y répondre, il n'y a pas de souci, de mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir aussi, de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et puis, on se retrouve à la prochaine.